Cosa, agence de communication et e-commerce. L'originalité, ça Elle veut pas paye dire... pas. Non, ça ne veut pas dire inédit. L'originalité doit être de l'innovation sur quelque chose. Tout existe déjà. C'est Lévi-Strauss, rien ne se perd, tout se transforme. Donc quelque part, on est plus dans transformer des choses, des points de vue, venir pourquoi toi, ton histoire d'amour, elle est différente de l'autre, qu'est-ce que tu apportes. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseil, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patience Priso. Patience, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci François, bonjour à toi. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es productrice, entrepreneuse. Tu es fondatrice de patiencepriso.com, une plateforme pour les producteurs. On en parlera un peu après. Ex-manager chez Netflix. Tu as, comme on dit, une belle expérience dans tout ce monde, cet univers de la production audiovisuelle. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. On va plonger un petit peu dans les coulisses de cette production, puisque c'est quand même un sujet dont on parle assez régulièrement chez Mediarama. C'est pas la première thèse de discussion, mais on en parle assez souvent. Donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir un peu ton parcours, ton regard et ton expérience. Alors je le disais, tu vois, la productrice entrepreneuse, t'as accompagné des dizaines de talents. Tu formes aussi, tu conseilles des créateurs pour les aider à mieux pitcher. On va beaucoup parler de pitch aussi aujourd'hui. Pour mieux vendre et surtout donc mieux comprendre les logiques économiques et data qui structurent ce marché. T'as 25 ans d'expérience. 25. Ça y est. Ça me vieillit, hein. Ouais. Tu sais, j'ai souvent ce truc-là aussi, tu regardes en arrière et je ne suis plus le petit jeune qui démarre. Les années d'expérience sont là. Mais donc, on va justement nous profiter un peu de cette expérience. Donc, je disais, t'incarnes parfaitement cette génération de productrices qui marie créativité, stratégie et business. Donc on va parler de tout ça, data, franchise, formation et bien sûr de passion, puisque tu as la passion pour cet univers. Évidemment, à 25 ans, tu as vu passer plein de cycles, les chaînes, les plateformes, l'hybridation. Qu'est-ce que chaque période t'a appris un peu sur la manière de raconter une histoire ? Alors c'est une très bonne question parce que en termes de parcours, je suis passée vraiment de l'argentique au numérique et en même temps au niveau des histoires à raconter, c'est que on est dans faire des histoires qui connectent de plus en plus au public et à sa manière d'aborder la vie. Et donc, je dirais dans le changement des histoires, c'est qu'il y a plus de niches. On est plus sur des histoires, notamment en série ou en film. On cherche à capter un certain type de public. Ou même si on veut faire du mainstream, du grand public, il y a une vraie intention à l'authenticité des récits. Et ça, c'est ce que j'aime. J'aime cette évolution-là. Et ça a bien évolué. Ouais. Donc, c'est de faire des choses niches, mais qui marchent quand même un peu en volume. C'est ce que permettent aujourd'hui ces plateformes-là. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est en train de tourner ce podcast, on est en 2025 et il y a un nouveau terme qui vient de sortir, c'est auteur commercial. Donc c'est pour donner un exemple concret, c'est l'équivalent de Baby Reindeer, Mon petit renne, la série, ou I May Destroy You. Donc c'est des séries auteurs niche et qui ont eu pourtant un grand impact et un bouche à oreille et du coup c'est devenu, on va dire, mainstream. Ouais. Là, ça a touché de grands publics, mais l'authenticité et la force des récits, leur puissance, c'est quelque chose qui est très rare sur le papier, au fait. Donc, j'expliquerai tout à l'heure les stratégies, le blueprint qu'il y a autour de ce type de récit.
Exactement. Et donc je le disais un peu plus tôt, tu as lancé ta propre structure hein, après différents passages et différentes structures. Tu travailles pour toi maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors j'ai eu 2 sociétés de production avant de travailler chez Netflix. J'ai toujours été en binôme et à un moment je me suis dit il faut que j'ai une structure en mon nom, à moi-même, comme ça je prends la direction qui me ressemble. Ouais. C'est très personal branding ou professional branding oriented, mais surtout c'était pour une plateforme de transmission de savoir. Donc après Netflix, comme c'était un incubateur de séries dont je m'occupais et de créateurs, donc je suis très orientée talent. J'avais envie de continuer cette mission en fait, et j'avais l'impression que cette mission elle est à poursuivre, entretenir le pipeline de talents, c'est hyper important. Et donc voilà, je la porte moi-même. Mais là, je lance aussi ma 4e boîte, qui est donc ma 3e boîte de production. Ça, c'est de production. Donc, c'est vraiment multitalent et toujours cette envie de transmettre. On sent, t'en parles, cette dimension pédagogique, c'est quelque chose que t'as toujours eu? Oui. Alors, parce qu'en fait, moi, je suis une addict à la formation. D'accord. Même à titre perso, tu te formes tout le temps? Tout le temps. Et notamment, tu as parlé de 25 ans de carrière, donc parcours. Moi, quand j'ai commencé, je découvrais cet univers parce que avant de rentrer dans l'industrie audiovisuelle et du cinéma, j'étais sur les bancs de médecine. Donc, je le connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas l'industrie. Donc, je l'ai découvert et à chaque fois que je découvrais quelque chose, je disais, waouh, c'est génial. Il faudrait que je le partage avec quelqu'un. Donc, très tôt, dès mes études, j'avais envie d'enseigner ce que j'apprenais et d'ouvrir les chakras d'une génération où les parents disent souvent fais avocat, ingénieur, médecine ou autre et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de métiers, c'était à la fois de la passion mais à la fois du business et ça m'a beaucoup plu et moi c'est grâce à cette industrie que j'ai fait de l'entrepreneuriat en fait, même quand je suis passée par des cases très artistiques comme photographe ou chef opératrice, mais à un moment il faut savoir faire des factures, faut savoir vendre, donc en fait ça arrive très tôt. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas un métier dont tu parles aux enfants. J'ai jamais vu un enfant qui m'a dit tiens, je serais producteur, je serais dans l'audiovisuel. À la rigueur peut-être cinéma, acteur, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on enseigne, enfin en tout cas qui sont des métiers passion dont on parle de très tôt dans la vie. Tu es donc passé, on l'a dit, chez Netflix, donc je voulais un peu évoquer la culture du pitch, donc un poste assez intéressant où tu dirigeais un incubateur de créateurs de séries, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était et ça existe toujours d'ailleurs? Alors, l'incubateur de créateurs de séries en lui-même, il n'existe plus. C'était le premier en France, mais le programme continue de vivre de manière un peu morcelée en Europe, parce que il a été vraiment créé pour répondre à un problème. C'est très américain. Il y a un problème, on crée une solution. Et c'est qu'en France, certains pays d'Europe, voire la région IMIA, donc Europe, Middle East et Afrique, voilà. Et c'est pas Hollywood, quoi. Donc tout le monde se lève pas le matin en se disant je peux pitcher un film. Je sais pas si t'es déjà allé en Californie, à Hollywood. Voilà, le serveur s'est pitché, tout le monde s'est pitché, même l'ingé son. C'est une culture. C'est une culture, exactement. Et j'ai l'impression que ça commence dès l'éducation. Et on arrive ici, moi c'est un constat qu'a fait Netflix avec une étude où déjà pitcher, vendre des projets, d'avoir cette dimension à la fois très showrunning, donc créative, mais à la fois business. Faut que ça rentre dans le budget, donc il y a une responsabilité économique. C'était pas dans les mentalités des créatifs. Donc le travail, il était de le faire en même temps pour les scénaristes, les créateurs, et l'ambition à la base, c'était aussi de le faire sur les différents postes, parce que tout le monde est concerné par toute la chaîne un peu de production. Exactement, oui. Que tout le monde ait cette culture un petit peu. Des chefs de poste. D'ailleurs, tout le monde est amené à pitcher parce que un chef de poste en son, il doit dire c'est quoi l'intention, il gère une équipe, donc tout le monde doit convaincre, dire voilà pourquoi je prends cette direction, voilà ce que ça va coûter, et voilà la production value, donc comment on va faire que ça pète, quoi. Voilà, tout le monde a ce même challenge de faire le meilleur projet. Donc ce que ça m'a appris, la culture de l'excellence, une culture de l'entreprise qui était très forte avec le livre notamment No Rules de Reed Hastings, que je
recommande. Et voilà, et ça, c'était appliqué au quotidien. Donc, très grosse formation pour moi aussi, qui adore de former. Je lisais dans un article que c'était un peu game changer pour toi, cette expérience. Totalement. Et accélérateur, parce que... Par cette matière ou par le fait de passer chez Netflix et que d'un coup, t'es beaucoup plus visible aussi en termes de personal branding, ça ouvre des portes Oui, ça ouvre de très belles porte surtout un gros réseau. Moi, j'ai pu rencontrer, faut savoir que 2 ans avant, 2-3 ans avant, il y avait le Covid. Je pouvais plus faire mes activités manuelles. Je me suis dit, je pourrais ni être réal, photographe. On savait pas où on allait être. C'est vraiment... Donc, je me suis plongée à fond sur la partie business. Hein. Ça se faisait aussi en visioconférence, donc ça et la formation. Et c'est comme ça que je suis passée par ce passage. Et concernant Netflix, oui, c'est game changer parce que moi, j'ai fait mes études à Londres. Donc j'ai appris le métier avec des anglo-saxons, donc j'ai déjà cette manière de faire. Et après, je la retrouvais pas forcément quand j'étais que dans de la production française. Ça me manquait beaucoup. Donc là, pour moi, c'était le meilleur des 2 mondes. On me retrouve dans une boîte américaine à Paris, avec la culture où c'était international. Hein, tout le monde, on parle anglais à 70-75% du temps, et puis il y a une culture, des process très clairs, du résultat, des KPI, de la data. Moi, j'ai fait médecine, j'ai un côté quand même scientifique aussi, donc ça me parle. Quoi, ça te parle. Ça rejoint un peu l'artistique et le très rationnel avec le business. T'as beaucoup parlé de la culture du pitch. Je voudrais juste qu'on revienne. En quoi c'est essentiel dans la création aujourd'hui? On a l'impression que une fois qu'un projet est bon, on envoie un script. Alors c'est un univers que je connais très mal, mais à quel point c'est essentiel quand même de savoir pitcher? Déjà, c'est essentiel parce que pitcher, ça vient du sport. Donc, c'est vraiment envoyer... Pourquoi ça vient du sport? Oui, le terme pitch, ça veut dire lancer. Au baseball? Au baseball, exactement. Et du coup, c'est une proposition qui va... c'est un jet, quoi. Voilà, premier c'est un jet. On jette surtout, ça va voyager. Et donc, c'est important de très bien pitcher parce que la personne qui va réceptionner, on va imaginer que c'est la balle. Et si on veut pas qu'il y ait une perte en translation par le vent, c'est important d'avoir un pitch très clair, très fort. Et le pitch, il y en a plusieurs, en fait. Donc, on a tendance, en France, on pense que c'est la logline, donc le fameux résumé de 2 phrases. Alors que le pitch, c'est pitch logline, pitch one-pager, two-pager, pitch Bible concept. Donc, il y a plusieurs types de pitch de différentes longueurs en fonction de comment on avance dans la vente de son projet, dans le développement de son projet, et même une fois qu'il est terminé, on le pitch parce que on doit le vendre sur les marchés pour distribuer, exactement. Donc, il y a plusieurs. Donc, en fait, le pitch vit en permanence dans le projet. C'est pas au début juste trois phrases accrocheuses pour trouver un producteur, quoi. Oui, c'est pas une phrase d'accroche. C'est pas une phrase d'accroche, faut se dire. Ce n'est pas que une phrase d'accroche. C'est hyper réducteur. Et Netflix, justement, donc puisque c'est eux qui proposaient un peu cet incubateur, comment ils sélectionnent les projets? Il y a des concours de pitch, justement. Est-ce que au sein de l'incubateur, ils s'engagent à prendre partie des trucs? Tu peux nous dire un petit peu ce qui fait un bon projet aujourd'hui chez Netflix? Alors, en effet, régulièrement, ils vont donner l'opportunité à des talents, donc 2 types de talents, des talents émergents ou des talents qui sont déjà internes, qui ont déjà fait des shows pour eux, de pitcher les projets. Donc, un bon pitch, c'est déjà une histoire claire avec un personnage qui est fort, qui est pas passif, et une histoire très, on va dire Walt Disney. Faut penser, c'est l'histoire de quelqu'un, il va se passer ça. Ça c'est pour le côté logline, mais ça doit après s'imprégner dans les divers types de pitch qu'on va faire. C'est vraiment qu'on capte l'histoire. Un bon pitch, il faut aussi qu'on sache à qui on s'adresse, donc qui est le public. On parlait de niche tout à l'heure, mais quand c'est mainstream, qu'est-ce que ça veut dire mainstream? C'est qui? Donc c'est qui? Donc le pitch, on va plus loin. On va commencer donc par les éléments aussi. Il y a du positionnement. Donc c'est en ça que c'est vraiment une proposition commerciale, parce que quand je l'enseigne, par exemple, je l'ai appris chez Netflix. On va se poser la question de déjà quel est l'élément originel, l'histoire. Est-ce que c'est un fait divers, un fait réel? Ça crée déjà une accroche avec le public parce que tu peux déjà mettre le tampon
fait voilà, réel, ça a tiré, existé. tiré, Donc ce que tu vas raconter après, ça accroche bien. Donc le hook, c'est hyper important. Il y a aussi la structure qu'il y a dans cette histoire. Donc est-ce qu'on est donc on va rentrer dans des concepts. Donc dans le pitch, on doit comprendre le concept narratif, donc le cœur fort de on va dire de la mythologie de cette histoire. Comment tu la rends universelle. Donc si tu es dans l'espace, peut-être que tu vas prendre je sais pas, une histoire qui était dans la Bible, la Torah ou le Coran, enfin des histoires qui sont proches dans l'humanité, auxquelles on peut se raccrocher, et on le dit pas quand on regarde le film, mais en vérité on le ressent. Ouais, on ressent la trame comme l'Odyssée par exemple dans Brother par exemple d'Homer, exactement. etc., quoi. Donc ça c'est important. Le pitch, on doit connaître tous les codes de la narration, de la dramaturgie, de ces aspects, de en quoi ça touche les gens dans leur intime, mais aussi dans l'universel. Donc ça déjà un vrai travail au niveau de l'histoire. Et ensuite les personnages, bien sûr, un bon antagoniste. On s'est rendu compte au fil des années ça date. Moi j'adore, même quand j'étais petite, Dallas, on aimait tous JR. On aime bien les méchants, les sales types et tout. Donc, évidemment, on s'identifie. Donc, il y a ces éléments-là, des intrigues, bien sûr, le cliff, les nœuds dramatiques. Et moi, un élément que j'aime beaucoup en dramaturgie, qu'on doit mettre dans le pitch aussi, c'est de dire, on joue un peu avec le public, on va dire, par exemple, mais la personne, elle va faire ça, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que en fait, sa femme, elle est en train de le tromper et vendre la maison qu'il allait acheter à quelqu'un, par exemple. Ouais, et donc, en parallèle, quelque chose que nous, on sait, mais que le personnage sait pas, quoi. Donc là, déjà, on crée l'accroche avec le public parce qu'on crée une complicité. Ouais. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on essaie de placer. Et moi, dans les formations, j'en ai identifié 14. Et j'apprends, du coup, en fiction, j'en ai identifié 14. Donc 14 quoi? Éléments. 14 éléments qu'il faut cocher à placer, quoi. Exactement. J'ai la checklist. Ouais. Et en format, là pour le coup c'est format TV flux parce que je le fais aussi sur j'aime beaucoup le flux. On raconte, c'est du storytelling en fait tout le temps. Donc je dirais qu'on est entre 11 éléments à peu près pour structurer un format, et c'est essentiel. Dernier point important, c'est quand on protège son histoire, pas son idée. Une idée, ça ne se protège pas. Donc, quand on protège son histoire, et quand il y a ces 14 éléments ou ces 11 éléments, c'est des éléments structurants qui prouvent aussi que c'est une idée originale. Une idée originale, exactement. Et dans ces éléments, il y a bien sûr un élément très personnel du why me. Voilà, pourquoi vous, en fait. Ça, c'est une vraie question. Et le why now. Donc, pourquoi c'est encore pertinent, cette histoire? On imagine que ça sort dans 3-4 ans. Est-ce que, si on parlait de l'IA ou des choses, souvent la technologie, elle se fait avoir dedans. Bien sûr. Parce que on ne sait pas, on sera dans 3-4 ans. Et donc, si le plot, l'intrigue ne tient que sur de la technologie ou autre, c'est un peu risqué. Hein. C'est genre, ça risque de mal vieillir, voire d'être déjà obsolète au moment de sortie. Exactement. Donc, un diffuseur, voilà, il peut se retrouver à dire non, ça trop risqué. C'est techno-proof, quoi. Ouais. Parce que du coup, il faut d'où l'importance de, tu vois, du cœur concept intemporel, peut-être plus mythologique, où on sait que le public il revient quoi qu'il arrive, même si la reine, même si voilà. Donc c'est bien comprendre quels sont les éléments structurants. Et ça, sont des codes un peu universels, ou c'est vraiment la méthode Netflix, et eux regardent en l'occurrence, ils ont des grilles d'analyse quand ils reçoivent des projets, il faut que tout passe par cette moulinette? Non, c'est les codes d'Hollywood, voilà. Et après Netflix ils les appliquent parce qu'au fait Netflix n'a pas de ligne éditoriale claire. Netflix, comme ils viennent du blockbuster, il faut imaginer un gros comment on dit, magasin où on vendait des vidéos, VHS, DVD, voilà, DVD store. Et il y avait du choix pour tout le monde. Ouais. Donc, ils proposent un catalogue, et donc c'est ce catalogue, on doit savoir raconter les histoires à un public, parce qu'on s'imagine le téléspectateur choisir dans le catalogue Netflix, je vais regarder ça, je vais binger ça. Donc souvent on me pose la question est-ce que c'est quoi la ligne éditoriale de Netflix? Non, c'est pas. Toi tu dois dire en quoi tu crées une histoire où le public est dans voilà, mais Netflix il voit qu'il y a un fit avec un public, peu importe en fait l'histoire, ils s'en foutent en fait quelque part. Tant que ça marche, ils sentent que ça peut marcher, que ça peut rencontrer son public et faire de l'audience, ça fonctionne. C'est ça. Surtout on peut penser consommateur. Je sais que je vais faire
un peu pour les artistes, auteurs, et c'est ça aussi Netflix. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est aussi de suivre. Alors c'est pour la joie, ça s'appelle le Member Joy, donc la joie du consommateur. Donc à Noël, qu'est-ce qu'on va regarder sûrement à Noël? On sait déjà ce qu'il va y avoir beaucoup sur le catalogue. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je te pose la question. Alors en film, tu veux dire sur Netflix ou généralement? Ou en général. De toute façon, on retrouve toujours les sons. Maman, j'ai raté l'avion, Le Père Noël est une ordure, toutes les petites comédies comme ça, un peu. Donc il y a les films comme ça de marché, les marronniers, exactement. Donc il y a des endroits comme ça commercialement parlant où c'est bien de proposer des choses parce que comme on dit, le public il connaît. Ils savent qu'à la Saint-Valentin, il y aura forcément des comédies romantiques. Donc c'est là où on innove. Mais du coup, la grille Netflix a même fait une guideline qui est disponible quand on fait certains types de formations, et c'est juste les bases de la structuration d'une bonne histoire. Et eux, ils ont des préférences parce que ça marche bien sur la plateforme. Donc forcément, tout ce qui est character driven, on remarque quand même qu'il y a toujours un personnage très fort. Ils arrivent quand même à détecter assez tôt si ça peut marcher par rapport à des shows similaires, des séries un peu similaires. C'est exactement ça. J'aime bien. Ça fait partie des éléments, les fameux 14 éléments. C'est les compes, donc les comparatifs. Donc en fait, il y aura une évaluation dans un positionnement. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on a les propositions. Ouais. C'est ça, les recommandations. Il faut vraiment le penser comme ça, basé sur. Donc en fait, c'est pas forcément positif d'avoir quelque chose de trop original qui n'existe pas. T'as bien vu, François. J'aime. C'est exactement ça. En fait, l'originalité, ça veut pas dire. Non, ça ne veut pas dire inédit. L'originalité doit être de l'innovation sur quelque chose. Par exemple, je citais iPhone. Enfin, il y a plusieurs types de mobiles. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi tu achètes Samsung plus que iPhone? À un moment, sur un téléphone, tu peux téléphoner, tu peux écouter de la musique. Donc, en fait, on est plus là en termes de positionnement. Et moi, c'est pour ça que ma boîte de conseil, donc la boîte numéro 3-4, s'appelle Créative Océan Bleu, parce que c'est la stratégie de l'Océan Bleu. C'est comment, avec des fonctionnalités similaires, on arrive à trouver son océan bleu. Exactement. Cette théorie-là, le business où on a plus de place pour évoluer, grandir dans la croissance, etc. quoi. Et on peut encore trouver donc son océan bleu dans ce business qui pourtant a l'air de dire hyper charté, structuré, hyper concurrentiel. Au fait, oui. Alors la compétition est énorme, mais comme faut se dire, est-ce que demain je vais en NBA, je vais pas m'entraîner? Non. Donc la compétition, elle est de ce level. C'est Dream Team. Les places sont chères. Donc faut savoir aussi bien s'entourer, bien être préparé et de savoir innover. Moi, j'aime bien le terme innovation. En pitch, en histoire. Finalement, on n'a rien inventé. Voilà, tout existe déjà. Et c'est Lévi-Strauss, rien ne se perd, tout se transforme. Donc quelque part, on est plus dans transformer des choses, des points de vue, venir pourquoi toi ton histoire d'amour elle est différente de l'autre, qu'est-ce que t'apportes. Et c'est là où vient l'artistique. C'est peut-être que tu vas faire qu'un plan séquence, peut-être que tu vas faire que du point de vue, on verra jamais le personnage, le secondaire. Il y a plein de manières en fait d'être original. Donc on peut, mais être original partout, c'est pas forcément inédit partout. En fait, il y a pas de data en fait. Donc on se dit le risque est trop grand et ça reste des investissements très chers, on parle de millions. Donc la question que chaque auteur et créateur doit se poser, est-ce que je mettrais moi 1 million sur un projet sur mon idée si c'est trop what the fuck, trop innovant dans tous les sens quoi. Et surtout, ça va, ce que je peux donner de la grille d'évaluation, ça va être aussi, comme c'est vraiment, on peut penser start-up. En plus, ton podcast, il y a beaucoup le côté, entrepreneuriat. C'est, en fait, je pense que la partie créative dans la décision, elle va représenter à peu près 30% de mon évaluation. Parce qu'on va regarder, mais là, c'est un jeune, il a pas le track record, il nous propose une comédie, il a jamais fait comédie, il est connu, il a fait des super films d'horreur, il a gagné en festival. Finalement, là, tu perds des points. Parce qu'on se dit, tu vas pas être dans un terrain, tu vas pas pouvoir nous délivrer quelque chose que tu as déjà très bien fait. Exactement. Donc, ils vont évaluer les risques comme ça, le producteur. Ah oui, mais il a fait du documentaire, là, il arrive dans la fiction, il connaît pas.
C'est moins, voilà. X moins, voilà, etc. Et etc. Et ça va être que ça. Souvent, film d'époque, on parlait aussi des IP. Ben, il y a la partie juridique qui va évaluer, commercial. Film d'époque, oulala, comment le Costume, machin, décor. C'est ça. Et comment le public s'identifie quand on fait un film d'époque? Pourquoi ça résonne avec le présent? Donc, en fait, c'est toutes ces questions qui vont venir. Et voilà, la prise de décision, elle est multifactorielle. Ouais. T'as assisté chez Netflix à ce genre de décision? Je sais pas à quel point c'est organisé. Est-ce que c'est des comités qui se réunissent ou est-ce que en fait ça arrive par mail, par le réseau? Tiens, j'ai reçu un projet, on regarde. Alors là aussi c'est charté. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le site, on ne peut pas présenter le projet si on n'est pas représenté. C'est-à-dire s'il n'y a pas un producteur ou un agent. Pourquoi? Parce que pour protéger déjà Netflix, faut être sûr que ce soit respecté, que les droits, si c'est l'histoire de quelqu'un, qui a été piqué, etc. Voilà, dans un autre pays, et puis tu le vois pas, et que tu commences à t'engager, et puis tu réalises qu'en fait c'est un plagiat, c'est compliqué. Exactement. Donc pour se protéger, les agents ou les producteurs, ça permet aussi d'avoir, ils ont signé des choses avant, donc c'est leur rôle et responsabilité de venir en clearance. C'est très américain. Ce qui est très bien. Donc, on ne peut pas déjà présenter juste comme ça. Ils vont préférer aussi on va dire que Netflix... alors oui, pour répondre à ta question, j'ai assisté même à des sessions de pitch aussi. Du coup, que j'encadrais et que je supervisais. On l'a fait devant les VP, devant Ted Sarandos, donc le numéro 2 de Netflix. Qui est venu, ça fout la pression. Ouais, j'imagine. Voilà, surtout que c'est un peu tes poulains, là, que t'as un peu coaché pendant quelques semaines ou mois. Ouais, faut pas qu'ils foirent. On est comme les mamans qui regardent l'enfant sur la scène, et il y a une dizaine de personnes et que des gens qui sont super pointus, qui entendent des pitchs toute la journée, qui ont vu des shows. Ted Sarandos, il arrive, alors qu'on sait tous qui il est, on a tous fait des recherches, mais il va dire combien de shows il a regardé dans l'année, combien de shows il a dans son compteur, à savoir que ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie, et là tu te dis, bon, le gars, il dit, je regarde tout. Donc, il a une grille de lecture que nous, on sait même pas ce qu'il y a dans certains catalogues, et parfois ils vont dire non à un show parce que, tout simplement, ils ont déjà quelque chose d'équivalent qui est mieux écrit. Ailleurs, ouais. Et voilà, elle est terminée en fait. Donc j'ai assisté à ça et après en termes de soumission de projet, il y a quand même des lecteurs aussi et donc il y a différentes phases en fait. D'accord, c'est quand même validé par un panel de potentiels lecteurs ou viewers. Ça sera vraiment quand tu as passé certaines caps. Ouais. Voilà, exactement. Et si genre le pilote ou voilà, une fois que c'est tourné, en effet, il peut y avoir, s'il y a des questionnements, il peut y avoir des screenings. C'est très américain, ça fait partie des codes. Je pense que toutes les chaînes le font. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Netflix? Je dirais, c'est vraiment, je dirais que c'est la culture encore une fois, de la data, mais l'algorithme, et bien sûr, il y a l'IA ou autre, mais en fait, moi, en tout cas, quand j'y étais, il y a des humains derrière qui évaluent quand même tout ça. Il faut quand même cette sensibilité humaine de dire clairement, ça me parle ça ou pas, parle quoi, ou pas, je pense. Donc, il faut cet instinct-là. Il faut, pour le coup, ils prennent des paris, des big bets. Voilà, il y a des évaluations. On est plus de l'ordre du pari. Ouais. Et un responsable ou un directeur qui va faire des paris, à chaque pari qu'il prend, c'est un peu son poste aussi qui met. Ouais, il peut pas accumuler des voilà. des choses qu'il a financées qui marchent pas, quoi. Oui. C'est là, on parle compliqué. De millions, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça doit se voir. Ok, t'es un gros parieur, toi. Et donc, tu perds beaucoup. Ah oui, exactement. Là, donc, toi aussi, t'es évalué. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte de ça. Oui. Donc, ils doivent prendre peut-être moins de risques aussi, forcément. Bon, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Tu parlais de data. Ouais. Quel genre de data on parle de quoi? Parce qu'évidemment, bon, on peut essayer d'estimer le succès en regardant des choses similaires, etc. Mais il y a quoi d'autre comme data concrètement dans ce genre de projet? Quand tu montes un projet, que tu dois le pitcher, etc. Quel genre de data on parle? En fait, la data, on a un peu mentionné, ça peut aussi être tout simplement, on fait du pari sur des talents. Donc, c'est la data, la cote même d'un casting. Ouais. C'est de la data sur même le talent qui présente son projet. Parfois, on a vu des cas, pas que chez Netflix, mais le créateur est pas la meilleure personne pour faire son propre projet. Donc, c'est jusqu'à quel point il va être auteur de son propre projet. D'accord. Voilà, ça peut vraiment poser la question pour plein de raisons, maturité, réalité d'un planning aussi. Donc, c'est plein de choses, c'est des facteurs, genre, est-ce que c'est faisable, au fait, avant tout?
Ouais. Aussi. Est-ce qu'il y aura encore un public pour ça dans 3 ans? Ça, c'est des vraies data aussi, donc c'est des pronostics. Parce que 3 ans, c'est quoi? C'est la durée moyenne pour faire émerger un projet vraiment depuis moyenne, l'idée jusqu'à la diffusion. Genre, meilleur des cas, vraiment. Ah ouais, 3 ans, c'est le meilleur des cas? Meilleur des cas, ouais. Donc, par exemple, quand on me propose des projets, on me dit oui, ça serait super, ça sort l'année prochaine et tout. Je dis bah non, tout ce qui est signé là, c'est là on est en 2025, c'est au meilleur des cas 2028. Ouais, donc effectivement en termes d'actualité, en termes tu parlais de techno, etc. T'as pas intérêt à te planter quoi. Bah oui, donc vaut mieux. Donc les marronniers, moi je trouve que c'est un super, un super composant repère. Par exemple, quand il y a des élections, voilà, politiques ou autres, bah on se dit bah tiens. Si on propose un projet là, on se dit bon bah tiens, en tout cas le marketing lui va se dire ça serait cool que ça sorte à cette élection-là parce que ça fera plus de buzz. Ouais, caisse de résonance plus importante. Voilà, on l'a vu au JO, ils ont attendu, ils auraient pu sortir sous la Seine à un autre moment, mais tant qu'à faire, Hidalgo elle a dit je vais aller me baigner dans la Seine, ça a créé un premier buzz. Et eux, ils ont sorti voilà l'affiche, et ils ont mis le requin. Moi j'ai adoré. Adoré quand ils ont fait le sens du timing était juste parfait. Et c'est vrai qu'effectivement sur 3 ans, faut t'intéresser à pas planter quand même. Ça peut être. Et quand on parle de tout ça, c'est devenu quand même presque pas scientifique, mais pas loin. Et les créateurs, ils arrivent à entrer dans ce moule-là sans perdre leur âme, un peu innocente, j'imagine. Ils ont une petite idée, machin. Ils arrivent à rentrer là-dedans ou il y a des gens qui se perdent en route? Ils se perdent. En fait, c'est une question pour moi de formation. C'est pour ça que je fais de la transmission et que j'aime bien, on va dire, vulgariser ça. Et j'adore le fait que tu aies dit que c'était un peu scientifique. Alors moi, ça m'a parlé du coup. Quand j'ai vu cette dimension scientifique, là, on nous dit c'est un truc fou. Je me disais pas du tout. Non, tout le monde. C'est très, très, très scientifique. C'est très business, en fait. Mais ça reste des storytellers parce que la vraie valeur, ça reste la créativité artistiquement parce que il y a aussi gagner des Emmy et puis si tu réussis et l'artiste et le créatif il réussit, tout le monde réussit. Ouais. Comme je disais, et l'autre il garde sa place. Donc je recommande aussi The Studio. Je fais mes recommandations en même temps. Bien sûr, on a ta liste de recommandations. Mais voilà, l'industrie elle est passionnante pour ça parce que souvent on dit l'art du pitch. Et moi, j'ai rajouté, je fais de la science du pitch. Je préfère dire que je suis pitch docteur, voire pitch coach, trainer. Enfin, voilà, je me suis donné des petits noms. Ouais. Parce que, on est plus moi, j'aime bien partir d'abord de la partie scientifique. Et en plus, je viens aussi de la photo, de la direction photo, qui est très scientifique. Quand on va à lumière, ou autre, faut avoir fait un bac scientifique. Donc, moi, tout ce qui est optique, colorimétrie, ça me parle. Et après, tu fais l'artistique. C'est-à-dire, on en revient à l'innovation, à l'originalité. C'est-à-dire, c'est une fois que tu comprends les cadres, là, tu te dis, OK, je joue avec cette contrainte. Et en même temps, artistiquement, là, je me permets de surexposer ou autre, mais je raconte quelque chose. C'est pas une erreur, c'est voulu. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Si t'as pas cette base scientifique, c'est un peu compliqué, quoi. Ça peut être, pour moi, je pense que c'est bien de l'avoir. Ouais. Ça permet de créer. C'est même Tarantino, il disait, et puis il y a d'autres artistes qui disent, on crée dans la contrainte. En vérité, c'est beaucoup plus facile parce que l'originalité, c'est trouver des solutions et la créativité, c'est ça, au fait. Après, l'artiste, j'aime bien différencier créatif et artistique. L'art, c'est sans fin, c'est très subjectif. On peut aimer, pas aimer, c'est très goût et couleur. Là, au créatif, on doit délivrer. Et donc, un créatif, et moi, je me considère comme une créative, j'aime bien délivrer. Moi, j'aime bien avoir un résultat. Je suis dans la culture quand même du résultat. Et j'espère qu'un résultat qui soit bien. Voilà. Mais c'est pour ça que je me retrouve autant dans l'art et le business, on va dire. Ouais. C'est un peu la synthèse de ça, ce cadre de contraintes, qu'elles soient financières, techniques, légales. Ouais. Et une fois que tu as compris tout ça, comment tu peux libérer un peu ta créativité pour trouver des solutions et pourquoi pas faire parler l'artistique à ce moment-là, quoi. Exact. Et c'est pour ça qu'on a besoin de producteurs, de producteurs, et que moi, je me définis en ce moment aussi comme creative producer parce que je suis en capacité de cette compréhension. On a aussi
interprète, oui, Ouais. donc traducteur de ça pour les créatifs artistiques et pour les équipes. Donc il faut avoir un peu ce double langage tout au long du process avant de délivrer, et notamment aussi avec les diffuseurs. Et puis après, faut le dire, le leadership au fur et à mesure, c'est des gens qui viennent de business school, clairement, Sciences Po, etc., etc. Donc il faut parler leur langage. Ils adorent, ils ont une passion pour l'artistique et tout, mais c'est pas ce qu'on leur demande dans un métier. On leur dit oui, ça va nous rapporter combien, le ROI quand même. Donc il y a les deux. Vraiment, il y a le ROI artistique en fait, parce qu'il peut y avoir des paris pour donner. C'est pas. Allez, je vais dire par exemple Athéna, voilà. Athéna, c'est pas le scénario de l'année, mais artistiquement, voilà, le plan séquence, ça fait beaucoup parler. Ça reste Gavras, c'était complètement du Gavras puisque c'était très proche de clips qu'il avait déjà fait. Donc là, on en revient à des choses. Voilà, il a déjà montré qu'il savait faire ça. Il a eu du buzz par rapport à ça. Il a été validé par Jay-Z et tout sur ce type d'artistes. Voilà. Ouais. Donc, Athéna, c'est avant tout une œuvre artistique. On aime ou on n'aime pas. C'est là où on revenait. En termes de résultats, c'était intéressant parce que c'était des KPI qui n'étaient pas que sur l'audience. L'audience. Il y a une bonne audience, mais très curieuse. Et ça fait partie des KPI. La curiosité, c'est qu'ils vont cliquer, mais combien de temps ils vont rester? Ouais. Ça, c'est une KPI purement Netflix qui maintenant est chez tous les streamers, mais ils ont, voilà, à un moment de mesure, ça peut être 28 jours, mais là, ça a changé. Donc, mais à une époque, c'était, par exemple, sur 28 jours. Est-ce que les gens vont binger? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Est-ce que ça fait parler? Donc ça, c'est une autre KPI. Donc, la conversation. En fait, c'est les 4 C, d'une certaine manière. Est-ce que les gens ont connecté? Donc, les réseaux sociaux, tout ça, ça joue, ce que les gens vont commenter. Et aussi, est-ce que c'est clair? Donc, souvent, il y a des gens, ils trouvent que c'est très, en termes de complexité, ils ont l'impression que c'est un peu simple. Mais en même temps, parfois, il faut un pitch. On en revient, une logline, une ligne directrice très simple. Il y a des publics. Ils ont pas envie de se prendre la tête, ils sortent du taf. Moi, je sors du taf. Parfois, je regarde des choses genre, j'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau. C'est juste vider. Voilà quoi. Donc c'est en ça que je disais que le catalogue, c'est comme ça qu'il peut être pensé. C'est comme on dit. Pour répondre à tous les besoins, toutes les cases, etc. Exactement. Quoi. Guilty pleasure. Toi, par exemple, je sais pas, si tu sors, tu vas pas regarder la même chose si t'es avec ta compagne ou les avec tes enfants, etc. Donc voilà, tu changes ta consommation au fur et à mesure. Et eux, ils s'adaptent plus à ça, en fait. Voilà. Sur un gros volume. Donc, en fait, exactement. Après, ils vérifient qu'ils n'ont pas de trou dans la raquette. C'est exactement ça. Le marché évolue. Tu dis que Netflix revient à la télévision. Je sais pas, qu'est-ce que t'entends par là? C'est un changement un peu de paradigme ou c'est En fait, ils l'ont d'une certaine manière toujours été, sauf qu'ils étaient dans le DVD. On va dire ça comme ça. Donc, la télévision, les chaînes traditionnelles ont des lignes éditoriales. On sait, souvent on va dire, ça c'est du Canal+, ça c'est du France 2, ça c'est du Arte, tout ça. Donc, ils ont des lignes éditoriales. Donc, c'est en ça que, comme là, ils ont fait un partenariat avec TF1, ce rapprochement, il nous dit, et aux États-Unis, je crois que c'est avec ABC, enfin, avec des chaînes traditionnelles. Donc là, ça devient des publics traditionnels et qu'on entend par traditionnels, qui ne payent pas à la base. Voilà, et donc, qui vont découvrir aussi une offre Netflix, mais en même temps, ils vont mettre dans le catalogue des œuvres qu'ils n'auraient pas forcément achetées ou qu'ils n'auraient pas financées. Exactement. C'est en ça qu'on part du principe que c'est devenu pour eux, puisque alors c'est très malin parce que ça capte du coup une nouvelle audience qui va découvrir des séries qui n'auraient pas forcément genre pro TF1, qui adore TF1, tout ce qui passe sur TF1. Et comme il y aura des programmes TF1 sur Netflix, à côté il y aura la recommandation. Ils vont dire tiens, tu peux regarder ça. Donc c'était normal dans la maturité de où ils en sont stratégiquement Netflix, parce qu'ils stagnaient autour de 12 millions d'abonnés, de se dire là, comment on rouvre un peu les vannes en ouvrant tout simplement à du mainstream, un catalogue qui était pas là. Et tu penses que par rapport à pour eux c'est plutôt malin, pour des acteurs comme TF1, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part que les gens ne viennent plus sur leur plateforme et en fait ils soient plus juste des distributeurs de contenu, mais plus une plateforme de destination? Au départ, quand ils ont mis ça en place, il y a eu ces inquiétudes-là.
Alors, il faut savoir que, par exemple, chez Netflix France, le président de TF1 actuel était dans le board de Netflix. Quand même, il est très pote avec Reed Hastings. Rodolphe Belmer. Ouais, voilà, Rodolphe Belmer. Donc, je pense que les discussions, elles étaient là depuis, que c'était win-win pour tous les deux, clairement. Et c'est parce qu'il y avait déjà eu des antécédents. Il y avait eu pas mal de séries TF1 qui avaient été reprises en acquisition, et les gens pensaient que c'était des séries Netflix. Alors que c'était des séries financées par TF1. Ils se sont dit, tant qu'à faire, peut-être qu'il faut faire quelque chose à ce moment-là, du type Les Combattantes ou autre. Et donc, je pense que ça a été le premier pas. Donc, pour moi, ça reste du win-win parce que TF1, le rendez-vous, ça reste quelque chose que TF1 est très solide sur ça. Ils savent très bien le faire. Netflix n'est pas en capacité de faire du live, de la quotidienne. Il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, tout simplement. Donc là, ils gagnent les deux gagnent. Les deux gagnent pour toi. Voilà, exactement. Parce que TF1, il y a des choses que Netflix fait qu'ils ne peuvent pas. Puis ils n'ont pas le même catalogue non plus. Hein. Exactement, ouais. À un moment donné, ils faisaient une offre payante, mais le problème, c'est que face à Netflix et les catalogues, c'est un peu compliqué. Même s'ils ont des très gros programmes, des très grosses franchises comme Koh-Lanta, etc., qui marchent toujours très bien. Justement, un peu, on peut parler des franchises. Tu fais partie du board de TOG, The Original Group, une grande société de production quand même. Qu'est-ce que tu y fais et qu'est-ce que ça t'a appris sur la valeur d'une franchise ou d'une IP bien gérée? Alors moi, je suis in love avec Top aussi, donc la boîte de prod The Original Production. Ils ont fait donc le Bureau des légendes. Leur business model sur le Bureau des légendes, pour moi, c'est la combinaison de ce qu'on vient de dire, le créatif et le business. Je dirais même le créatif et le marketing. Et ils gèrent vraiment les IP comme des marques. Donc il y aura une fois que l'IP est très forte, elle est très bien pensée. Donc l'IP, la propriété intellectuelle, quoi. C'est une marque, un concept qu'on va pouvoir décliner, vendre. Exactement. Décliner sur plein d'autres choses. C'est une forme de format, on en revient aussi. C'est une proposition. Ça aurait pu être un livre aussi. Et d'ailleurs, le Bureau des légendes, en fait, du coup, ça existe sous différentes formes parce que c'est vraiment une marque. Et résultat, il y a aussi l'équivalent maintenant du livre. L'univers d'Éric Rochant, il a été diversifié à travers différents types des adaptations aussi. D'abord, il y a eu les adaptations. D'abord, il y a eu la vente. Il y a eu la vente à plus de une centaine de pays, et après il y a eu les adaptations donc aux États-Unis, là sur l'Afrique, et je crois qu'il y en a d'autres que je ne peux pas citer là. Et qui sont en cours. Donc en fait je le sais, mais je ne suis pas dire quel pays. Donc qu'est-ce que je fais dans ce board consultatif? Et ça permet en fait d'avoir une vision du marché. Je dirais que c'est de l'intelligence collective. C'est différents types de profils qui autour de la table pour au fait permettre au groupe d'innover, de capter, d'être toujours en veille et force de proposition par rapport à un marché qui est en mutation hyper rapidement. En plus, ce que j'adore, c'est qu'il y a le côté international, parce qu'il y a aussi TOA, donc TOA qui est The Original America. Donc il y a différents, c'est un gros groupe avec différentes filiales, et ça permet de discuter à un haut niveau et de bien rire parce j'espère, en tout c'est cas. Business, c'est créatif et voilà. Et pour toi, donc le Bureau des légendes, c'est ce qui illustre le mieux cette nouvelle logique aujourd'hui de séries un peu 360, production, exploitation, marque, c'est vraiment le en France, en tout cas. France. Aux États-Unis, ça existait depuis. Il y a les gros trucs, toutes les grosses franchises, évidemment. En Angleterre, c'était déjà, chez les anglo-saxons, on va dire, c'était déjà là. Mais en France, au fait, c'était déjà là aussi. Mais ça n'a pas été exploité de manière industrielle. Pourquoi? Parce qu'on est trop centré, c'est un petit marché. Déjà, le mot industriel, c'est fan. Donc, le côté process, donc le marché français, c'est toujours vu comme un artisan et comme gage de qualité, très hauteur aussi, parce qu'il y a un inversement forcément des pouvoirs quand on est en train d'industrialiser. C'est plus le marketing, le business qui va driver plus que l'artistique. Pas plus forcément, mais vraiment équivalent. Et d'ailleurs, j'invite vraiment à aller voir ce qui est génial. Alex Berger, comme il est moitié américain,
comme les anglo-saxons, je trouve qu'en termes d'information, ils partagent. Donc, sur son site, on peut voir exactement, il y a 2 pyramides qui montrent comment chacun à son niveau, la marque créative. Donc, le côté, du coup, l'auteur, le créateur, il devient producteur artistique exécutif. Donc, le côté exécutif, c'est vraiment pour moi le sens de t'es un producteur où tu vas manager des créatifs, tu vois, les rooms. Donc, forcément, je crois que c'est plus 40% sur la partie développement écriture. Donc, c'est vraiment un pari sur l'écriture, mais c'est la force de Bureau des légendes. Une écriture maîtrisée dans un calendrier donné, donc il y a quand même un process, c'est une saison par année. Ça avait été rarement fait en France, voire quasiment jamais. Et faut le dire, la culture française professionnelle n'aime pas trop ce côté militaire, on va dire. Ouais. Mais aux États-Unis, tout le monde est habitué à ça. Moi, j'étais avec un showrunner, Neil Baer. C'est comme ça qu'on formait le fameux dans l'incubateur, les créateurs de séries. C'était avec tous ces paramètres. Ouais. Et donc, ils se sont retrouvés, par exemple, en moins d'un mois, à produire 4 concepts pitchables devant le leadership. Après, on discutait déjà avec des chefs de poste en direction de production, etc. Enfin, c'était complètement une autre manière de travailler. Et du coup, c'est ça qu'ils ont réussi à modéliser. Et c'est ça, moi, comme j'aime bien la modélisation des choses, mais je pense que c'est là où on est plus à la fois artistiquement performant. Je sais pas si les deux on peut les mettre ensemble. Si, je pense. Ouais. Voilà. Et donc moi j'aime ajouter, comme tu l'as compris, le côté scientifique, performance, tout ce qu'on peut faire, refaire quand on a réussi quelque chose. Pourquoi pas le reproduire en fait. Et ça, c'est l'esprit de Tog et de Top au fait. Et c'est ça que j'aime bien. Et ça forcément, ça fait des émules. Il y a d'autres boîtes comme ça. Maintenant, ça a un peu transformé tout. Alors, c'est probablement lié à Netflix, mais ça a un peu transformé toute l'industrie. Oui, clairement. Et par rapport à il y a 10 ans, 15 ans. Mais je trouve ce qui est dommage, c'est que la France s'est pas bien préparée à ça, parce que c'était là depuis HBO par exemple. HBO avait déjà réussi à faire ce grand rendez-vous très créatif, niche. On est HBO, mais ils restaient très business dans leur manière de faire. Enfin, c'était quand même industrialisé. Et le côté showrunner, parce que c'est des métiers au fait qu'il y a aux États-Unis qu'il n'y avait pas en Europe, n'existaient même pas pas en France, qu'il y avait un peu plus en Angleterre, mais voilà, les Nordiques ils se sont adaptés hyper vite, les Turcs, Israël, il y avait eu plein de pays au fait qui, comme ils avaient même l'Allemagne, ils avaient plus vraiment d'économie de la fiction. Ils ont plus simple de démarrer d'une feuille blanche en fait quand on te file un canevas que nous avec toute cette histoire de cinéma d'auteur, de circuits de financement complètement différents, etc. Donc on a pris du retard pour toi. Mais oui. Parce que moi quand je suis revenue d'Angleterre, c'est pour ça, je me dis je vais avoir une longueur d'avance, j'adore transmettre. Je dis, il faut faire comme ça serait génial. Je me rappellerai toujours, comme j'interviens dans séminaire en table ronde. On m'a même limite coupé le micro. On m'a dit, mais Madame Priso, vous voulez qu'il n'y ait plus de producteurs parce qu'ils voyaient le showrunner comme une menace. Une menace, qui viendrait prendre. Et là, tu vois, je te parle de 2008, 2009. Et c'est un discours que j'avais déjà en 2000. Donc, c'est-à-dire, là, les fameux 25 ans. Les fameux 25 ans. Ils sont là. Ta vie. C'est-à-dire, moi, je voulais être showrunner, en fait. C'était ça à la base. Et c'est pour ça que je me formais beaucoup, parce qu'un showrunner, on peut pas devenir showrunner du jour au lendemain. Ça s'apprend pas dans les études. C'est vraiment l'expérience. Donc, tu dois avoir ce côté créatif, savoir délivrer, savoir écrire, savoir faire tout ça. Et savoir faire de la production, write on budget, gérer des équipes et tout ça. Donc moi, j'étais vraiment dans mon prénom, là. J'étais dans la patience, genre, OK, là, ça c'est bon. Forcément. Voilà, j'ai le muscle créatif, là, j'ai le muscle production, ça va arriver. Et puis là, ça arrive pas parce qu'en France, personne n'est vraiment prêt. Et c'est vraiment Alex Berger qui a réussi à convaincre Eric Rochant de passer à la télévision, parce que c'est vrai que les personnes du cinéma n'étaient pas non plus adeptes de faire Non, c'était un peu parents pauvres, etc. Tu vois. Ouais. Et on sent quand même qu'il y a eu ce switch ces dernières années, tout ce mélange, etc. Donc t'imagines, en fait, le vrai obstacle, entre guillemets, la résistance, elle est venue de la culture d'un moment je trouve que maintenant, on l'est plus par obligation, mais il n'y avait pas cette agilité, flexibilité.
moi, je suis peut-être arrivée à un moment dans l'industrie où ça changeait tous les 2 ans. Ouais. Donc à un moment, je suis devenue agile. J'ai commencé dans les chambres noires, j'ai coupé de la pellicule et tout. Ouais. Et après, on me dit bon, bah maintenant, en fait, ça se dématérialise. Moi, j'ai vu que le gain de temps. Je fais yeah, cool, y a pas de problème, tu vois, on y va. Mais d'autres, ouais. Mais un peu plus de temps, ouais. C'est dur parfois de faire changer les gens. Bien sûr. Tu sais, donc, mais là, d'après tout ce que tu racontes, quand même, ça change. C'est quand même en train de changer, et on le voit nous aussi en tant que spectateurs, quoi. Enfin, toute la qualité des séries, les acteurs que tu vois, etc. Des séries qui peuvent aller après au cinéma, la temporalité, le calendrier a complètement aussi changé, etc. Est-ce qu'il y a donc je disais tu fais aussi transmission et formation donc en fil rouge un peu de tout ton parcours. Tout à fait. À qui tu t'adresses en fait, qui tu aides aujourd'hui? La nouvelle génération de créateurs. Ouais, en gros, c'est un peu genre danse avec moi, dans le sens de je m'adresse aux créateurs, créatrices. Je vais faire de l'inclusif. Ouais. Producteurs, productrices, émergents ou non. Parce que j'ai de tout, des confirmés. Parce que parfois on vient du cinéma et on a envie de passer à la série et autres. Donc ça peut être aussi les exécutifs, parce que quand on change à un endroit, on est obligé de changer 360. Ouais, toute la chaîne. Donc c'est toute la chaîne. Donc avec grande politesse, je dis ça serait cool que tous ensemble nous ayons les mêmes process. C'est un peu ça le but, d'évangéliser. Et ça c'est vraiment quelque chose sorti de chez Netflix. Les exécutifs ont parlé, ils disent va évangéliser les gens, patience, parce que le programme, en toute transparence, ça a été dur aussi de le faire accepter dans un paysage où il y a des écoles, il y a des élites. Ils se sont dit attends, qu'est-ce que fait Netflix? Ils veulent faire leur propre école. Il y a des formations très pointues qui existent aussi en France. Donc on n'a pas eu que un super accueil. Ouais. D'accord. Beaucoup de gens, je pense, ont candidaté, mais officiellement, dans le marché, c'était un peu... Non, ça a été challengé, et l'idée, c'est d'avoir des amis sur le territoire. Quand même, bien sûr, c'est que tout le monde travaille un peu main dans la main, quoi. Et donc, il fallait trouver le bon compromis. Donc, c'est pour ça que aussi, c'est pas dans la culture. Mais bon, toi, tu continues de prendre ton bâton de pèlerin et puis d'accompagner les gens. Bah ouais. Voilà, tu évangélises, quoi. J'évangélise, donc c'est pour ça que j'interviens aussi dans les écoles supérieures. J'ai eu une petite parenthèse pendant le Covid de directrice des études dans un grand groupe de plusieurs écoles. Là aussi, c'est pour un grand groupe, l'ESRA. Ils ont plusieurs écoles à l'international, et notamment, là, je peux le dire un peu en avant-première, je vais être directrice du programme de lancement pour des bourses, pour des talents. Qui viennent de tous les horizons, donc en technique, qui vont pouvoir se former, parce que c'est une très bonne école, elle est première des écoles privées, du coup, ça va permettre aussi comme il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font déjà la production, mais de manière autodidacte. Voilà, bien sûr, petit moyen. Comment tu passes à l'échelle, quoi. Exactement. Comment tu deviens premium? Là, il faut, tu vois, tout ce que j'ai mentionné, comment tu l'apprends à un moment. Autant l'apprendre de ceux qui ont déjà essuyé les plâtres, des intervenants, c'est des gens actifs, des professionnels du terrain. Et on transmet à travers ces programmes, on s'assure que ce soit des formations d'excellence, la rencontre des deux mondes de 2 générations. Donc le président du comité de soutien et de bourse, ça existait avant moi, donc c'est René Bonnel. Et René Bonnel, c'est cofondateur Canal+, Studio Canal, ancien directeur de Gaumont, ancien président de la FEMIS, etc., etc. On a Louis Leterrier qui va être qui est ambassadeur donc du programme avec d'autres producteurs. On a plusieurs ambassadeurs, et donc l'idée c'est on a listé. Moi, ça fait longtemps que je liste les gaps, les besoins pour les futurs talents. Donc c'est avoir bien sûr la formation d'excellence, mais aussi de la pratique, du réseau. Réellement être toujours, et avec l'IA, d'être toujours à la pointe de ce qui va se faire, de penser demain, et de mélanger aussi les générations, les codes, parce que il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Et en termes de production value, l'un des plus gros compétiteurs de Netflix, c'est YouTube. Je voulais voilà. Justement, mais non, mais c'est donc c'est hyper bien cette bourse, effectivement, et le lien effectivement derrière, c'est tous ces producteurs de contenu. C'est quelque chose pour le coup on suit beaucoup chez Mediarama, parce que c'est là qu'est l'attention. Dans cette guerre de l'attention, je vois notamment, j'allais dire chez les jeunes, cette expression est un peu éculée, mais chez beaucoup de monde, on regarde beaucoup de producteurs de contenu qui font des shows de plus en plus
travaillé, hein, tu vois, je pense au GP Explorer de Squeezie, des choses qu'on voit maintenant sur du broadcast, etc. C'est quoi les ponts? Est-ce que Netflix et consorts regardent ça, ce genre de... Regardez, oui, c'est même plus... Il y a déjà, aux États-Unis, il y a déjà des ponts. Banijay a déjà fait les ponts. En effet, Banijay, donc un grand groupe, voilà. Je dis peut-être pour le public, mais donc il y a eu des partenariats avec YouTube au niveau de la France. Aux États-Unis, ce qu'on voit au niveau de Netflix, par exemple, ils sont déjà sur les verticales, la fiction verticale qui revient. C'est marrant parce que c'est des choses qui existaient il y a 10 ans avec Black Pills et plein d'autres initiatives. Exactement. Et en fait, c'est venu trop tôt. Faut croire, parce que là, finalement, ça revient. Il y a une pensée, il y a un marché surtout. On en revient à la data et puis la guerre de l'attention, c'est-à-dire, finalement, eux, les créateurs de contenu qui étaient avant vus comme ceux du digital, les youtubeurs, influenceurs, les petits streamers, c'est des entrepreneurs, des producteurs. Ils font des millions. Ils ont des communautés très très fortes. Donc oui, ils font des ponts parce que la conversion maintenant, elle existe. Avant, elle n'existait pas. Du coup, et il y avait une conversion on va dire, c'était pas une erreur en soi, mais on pensait que parce qu'on va prendre un streamer, un influenceur ou autre, toute sa communauté va suivre. Voilà, alors que pas du tout. Il y a vraiment un amour d'une plateforme ou d'une manière de consommer, et ça, faut le préserver. Donc, les influenceurs ou les youtubeurs ou les stars, les créateurs de contenu ne convertissaient pas si demain ils étaient sur un show Netflix ou autre, ça ramenait pas forcément leur communauté. Donc, il y a eu une adaptation, il fallait s'avouer les choses et d'aller, l'attention, il faut aussi aller la prendre là où elle fonctionne par rapport à un type de consommation, c'est pas juste c'est un ensemble de choses. Donc il a fallu un peu tâtonner pour trouver trouver un peu les bonnes recettes, quoi. Donc oui, les ponts ils sont là, clairement. Si on regarde un peu le secteur dans le futur, un peu de prospective, dans 10 ans, comment tu vois le secteur évoluer? Alors, il y a l'IA aussi dont on parle beaucoup, qu'on t'a un peu mentionné, peut-être de la consolidation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs dans cette guerre des plateformes de streaming, ou un retour à l'artisanat. Tu peux choisir ce qui t'intéresse dans tout ça. Comment tu vois un peu le secteur évoluer? C'est pas évident, ça va tellement vite. Avant, j'aurais eu plus de facilité parce que t'as vu, je te disais, je suis arrivée il y a 20 ans, je pouvais dire, mais on le fait maintenant, dans 10 ans, ou 5 ans, ça va kicker et tout. Alors que là, j'avoue, parfois, il y a des pronostics. Je dirais qu'on va tous devenir, au même titre que les créateurs de contenu viennent sur le premium, le premium va sur la création de contenu. Donc, je pense qu'on va revenir à un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est l'authenticité des histoires. J'ai le sentiment que le public au cœur d'être l'acteur, en fait. Là, il est acteur des nouveaux récits. Il dit ce qu'il veut. C'est ça qui est bien et qui est pas évident aussi. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est des plateformes où le public écrit l'histoire. Alors, il y a eu des tentatives, à l'époque, avec le cross-vidéo, etc., quand on faisait c'est le cross-vidéo, je sais plus comment le transmédia, voilà, d'écrire les fins et tout, mais tout était peut-être venu encore trop tôt, il y avait pas d'économie. Il y avait Black Mirror qui avait fait un truc comme ça, je sais plus, un épisode spécial. Ouais. J'adore, moi, tout ce qui est anticipation, Black Mirror et tout, et donc oui, c'est comment, en plus, avec l'IA, ça va être très immersif. Ouais. Et il y a cette gamification aussi, donc quand même première industrie. Donc moi je pense qu'on va devenir vraiment des personnages, on va rentrer dedans en immersion. Et économiquement parlant, là c'est déjà le cas. Hein. Les écrans sont des écrans en fait. Du coup, on peut plus vraiment parler. J'ai l'impression de cinéma, de télé, de tout ça. Maintenant, tout se mélange, les écrans. Tout se mélange et on va revenir. Parce que comme là, on parle beaucoup d'écran, on va revenir aussi à l'humain. Donc, les événements, là, tu as dû voir comment Squid Game, quand ils font des jeux, c'est devenu Interville Squid Game, je sais plus. Ouais. Enfin, voilà, du coup, il y a toute cette déclinaison. En fait, on va vendre des univers. Des expériences. Des expériences. Et du coup... GP Explorer dont je parlais est un très bon exemple de ça, quoi. Ouais. Et tu vois, et je trouve qu'ils le font très bien, en fait, je vais dire les streamers, enfin pour moi, les créateurs de contenu premium ou autres, c'est qu'ils savent passer d'une plateforme à l'autre, ils vont sortir un livre, ils vont sortir tout ça, enfin, tu consommeras, quoi qu'il arrive, tu consommes
leur univers, tu les consommes eux, on va dire. Et donc, on va être dans cette immersion, économie, mais multiples consommations. On y est déjà, mais avec, je pense, vraiment le public un peu plus acteur de tout ça. Encore plus acteur. Il l'est, mais encore plus. Est-ce qu'il y a des projets en ce moment qui t'enthousiasment, des choses que tu vois qui vraiment tu dis ça c'est cool? Bah moi j'aime ce côté poreux parce que ça me saoulait vraiment le fait comme je te disais, moi par exemple j'adore le flux, là j'ai des projets de documentaires, de télé-réalité, de docu-follow, mais donc vraiment de belles typologies, enfin une grande typologie. Parce qu'en fait, c'est des formats. Mais par contre, c'est les mêmes univers. En fait, tu retrouveras toujours, il y a des trames fortes. Ça va être toujours très féminin. C'est des badass héroïnes. Et voilà, c'est un peu... Moi, je parle beaucoup de réussite, donc d'ascension, des défis. On parle beaucoup d'adversité. C'est des choses qui marchent bien, ces arcs-là, généralement. Enfin, oui, j'aime bien. Histoire de personnages comme ça. C'est dur de rester même au top. C'est pas évident. Donc, moi, c'est mes sujets et la justice toujours et le questionnement des points de vue de la justice. Donc moi je suis très thème driven comme on dit. Et après peu importe le format, quelque part ça peut être pour eux, ça peut être exactement. C'est-à-dire, moi, tu peux me faire acheter c'est comme quand t'es fan de quelque chose, tu l'achètes sous toutes les formes, et puis t'achètes les chaussettes, et je sais pas, enfin, tu peux aller loin dans le délire, et voilà. Donc, moi, c'est ça aujourd'hui que j'aime. Donc je me sens à l'aise. Moi je sais pas, on a beaucoup parlé de la culture je suis une experte de mon univers. Voilà, et que je pourrais déployer d'où le côté marque voilà, ce serait ça, c'est ça. Eh ben, écoute, c'est plutôt pas mal. Dernière question pour toi, Patience. Est-ce que t'as un truc cool à nous recommander? Je les ai déjà mentionnés. T'as mentionné plein de trucs. Ça peut être ce que tu veux, si tu retrouves. The Studio, c'est sorti il y a un petit moment, mais j'ai adoré. Ça, si vous voulez connaître les coulisses de l'industrie à Hollywood et le tiraillement moral entre justement créative et business. Dont on a pas mal parlé, ça c'est The Studio. Ouais, The Studio. Je mettrai un lien vers tout ça et puis tous les livres aussi dont t'as parlé. Merci Patience pour ton temps. Merci François. Merci de vous avoir fait découvrir un peu les coulisses d'un bon pitch, d'une bonne production et puis tout ce qui en découle, toutes les décisions qu'il y a à prendre. C'était hyper riche, hyper intéressant. Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, bien sûr. Et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com. François sans cédille, @justcosa.com. Ça s'écrit JUSTCOSA.com. ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.